Bonsoir à tous et à toutes, samedi 18 mars. Désolé pour la cadence, bon, j'ai des passages comme ça où il y a plus d'inspiration, puis après des moments d'accalmie, donc écoutez quand vous avez le temps. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour dire, je le dis rarement parce que c'est pas trop ma nature, mais si vous jugez que vous entendez des choses dans les audios tout publics ou dans les audios religieux qui peuvent être utiles à votre entourage, à des gens qui n'entendent pas ou qui n'ont pas accès à ce genre de narratif, n'hésitez pas à partager, à faire savoir, pas pour les vues, parce que bon, franchement, je m'en fous, ma chaîne n'est pas monétisée, moi qui a 100 personnes qui écoutent 3000 ou 10 000 ou 50 000, bon, c'est le même tarif, c'est le même discours, mais je me dis toujours que parfois, il y a des gens, ils sont dans l'ignorance, ils ne réalisent pas, ils n'entendent pas, et que peut-être, certains d'entre eux, ils peuvent être interpellés. Et donc ça vaut la peine quand même de partager, bien sûr avec des gens où vous pensez que ça peut être audible pour eux. Si c'est pour vous attirer des insultes ou des moqueries, bon, peut-être c'est pas utile. À vous de voir. Et je profite aussi de vous dire que je vois beaucoup d'entre vous qui discutez par commentaires interposés sur Twitter, sous les vidéos, etc. Ça serait peut-être bien pour les gens qui se comprennent, qui ont des atomes crochus, comme on dit, de vous contacter en privé et d'essayer de vous échanger adresse et téléphone. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. On est tous très seuls, très isolés. On a l'impression d'avoir comme ça des connaissances virtuelles. Mais finalement, si on n'a plus l'électricité et Internet, on ne sait plus contacter personne. On ne connaît pas le numéro de téléphone de personne. On ne connaît pas l'adresse de personne. Et les gens ne pensent pas en fait à prendre un petit cahier ou un carnet dans lequel ils disent voilà, un tel habite à tel endroit, tel numéro de téléphone. On ne sait jamais, ça peut être utile dans certaines circonstances. Voilà, je voulais le dire parce que pas grand monde le dit en fait. Hein. On prend le net comme un fait accompli, alors que c'est un système qui nous est proposé le temps qu'on nous le propose. Bon. Tout ça pour dire quoi bon, je sais que le titre peut faire un peu alarmiste quand je dis nous sommes tous en danger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on a eu des avertissements. Hein? On a eu des avertissements avec d'abord, soi-disant, le terrorisme partout, tout le monde qui tremble, réseau dormant et autres, ça se termine par 4-5 faits divers à gauche à droite sur les 10 dernières années. Et puis la terreur du virus, bien sûr, hein, je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Puis on a enchaîné sur la guerre, l'Ukraine. Bientôt ils vont attaquer la Pologne, les Russes bientôt chez nous, on ferme tous les comptes, les espions russes, enfin la grande pagaille. Puis maintenant, troisième coup de semonce, c'est crise économique, inflation, les banques en faillite, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une espèce de projet de démolition. C'est-à-dire que comme quand on dynamite un immeuble, on a vu ça le 11 septembre, les étages s'écroulent les uns après les autres. Donc on a fait s'écrouler l'aspect vaccin, virus, QR code, masque et compagnie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut 450 ans pour qu'un masque se dégrade dans la nature. Bon, amis de l'écologie, bonsoir. Avec les millions de masques qui ont été imposés partout, je vous raconte pas le tableau. Donc on a commencé par ça. Deuxième étage, la guerre, avec tout ce que ça suppose, économie de guerre, la Russie, le grand démon, machin, etc. Troisième étage maintenant, la crise économique, l'inflation. Un jour on nous dit le pétrole est hors de prix. On va mettre des barèmes, machin. Le temps de le dire, boum, le pétrole est redescendu. Et puis il y a autre chose qui monte, et puis des banques qui explosent. Enfin bref. On allume plusieurs foyers, un peu à gauche, à droite, pour vous faire sentir que vous êtes encerclés. Encerclés par les maladies, les guerres, les crises économiques, etc., etc. Donc, on est prévenu. On est prévenu qu'il y a une espèce de guerre qui nous est déclarée. Guerre psychologique, guerre médiatique, pour nous amener à quelque chose.
dans les années à venir. Quoi? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais on a quand même des pistes de réflexion que j'ai souvent abordées dans mes audios. Très clairement, la classe moyenne basse, on va dire, occidentale, est devenue obsolète. On n'a plus besoin. Enfin, on va bientôt ne plus avoir besoin avec l'intelligence artificielle et puis les robots et tout. On va plus avoir besoin de toute une série de gens. Toute une série de gens, les gens qui sont dans des boulots de type robotique, justement, ou des gens qui sont dans des boulots mathématiques. L'intelligence artificielle, les chats GPT et compagnie vont calculer plus vite, mieux, etc. Donc, il y a toute une série de professions qui vont devenir obsolètes parce que les employeurs, bien sûr, ne vont pas se gêner de plutôt employer un programme qui est plus fiable, qui n'est jamais malade, qui n'a pas de revendications, qui est surtout gratuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a peut-être payé le logiciel ou je ne sais pas quoi, ben, il n'y a pas d'autres frais. Et donc, ça paraît logique en fait que les gens seront licenciés en masse. Je pense qu'on va vraiment avoir une société où il y aura beaucoup de gens qui seront chez eux. D'où le paradoxe de la retraite plus âgée, etc. Parce qu'on voit bien en fait que les gens de mon âge le voient bien, une fois que vous avez entre 45 et 50 ans, vous êtes plus ou moins ostracisé sur le marché de l'emploi. Donc ça me fait un peu sourire quand on dit la retraite à tel âge, parce que dès les 45 ans, en fait, vous êtes un peu considéré comme cher, âgé, responsable d'enfants, donc pas flexible et disponible, etc., etc. Mais bon, bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que moi je fais partie des gens qui pensent que tout ceci est organisé. Tout ceci est organisé. La fuite du virus d'un labo en Chine, le déclenchement de la guerre en Ukraine par notre ancien copain Poutine qui est devenu un espèce de monstre, et la crise économique avec l'inflation. Tout le monde savait qu'après plus de 10 ans d'injection d'argent fantôme, à un moment donné, l'inflation allait devenir incontrôlable parce qu'il y a trop d'argent qui circule. Il faut comprendre, il y a trop d'argent qui circule, il y a trop d'argent qui a été parqué dans des choses grotesques, telles que, je dis bien, à l'heure actuelle, je ne sais pas demain, mais à l'heure actuelle, la plupart, pour pas dire toutes, des crypto-monnaies, Bitcoin et autres, etc., c'est de l'inutile, c'est des projections de l'esprit, c'est des espoirs très virtuels, à part des pays très petits et insignifiants comme le Salvador ou le Venezuela avec le Dashcoin, etc. Ça n'existe pas, personne n'utilise, personne paye avec ça, personne s'intéresse à ça. Juste, voilà, quelques jeunes, quelques geeks, et puis quelques fonds, quelques hedge funds qui savaient pas quoi faire de leur argent, qui se sont dit, allez, on fait mousser le truc et on le fait passer de $500 fin 2014 à 20 000 2017. Donc ça veut dire x40 en 3 ans. C'est loufoque, c'est grotesque. Parce que bon, après le mouvement qui a amené le prix à 65 000, c'était un mouvement comme un feu d'artifice final, vous voyez. C'est-à-dire que l'argent attire l'argent. Quand les gens voient qu'un actif passe de $500 à 20 000, ils sont attirés comme des requins par le sang. Puis bon, voilà, une fois que tout le monde est rentré, même les petits, etc., paf, on est redescendu à 15 000, de 65 000. Et maintenant, voilà, on est un peu dans ce qu'on appelle les dead cat bounce, c'est-à-dire les sursauts du chat mourant. C'est-à-dire, il y aura des sursauts. Maintenant, il va peut-être remonter à 35 000, puis redescendre à 30, puis aller à 32, puis aller à 28, pour terminer sans doute l'année prochaine autour des $10 000, quelque chose comme ça. C'est un peu ça ce que les spécialistes et les gens bien informés disent. Pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, il y a eu trop d'argent injecté, on savait plus quoi en faire, des sociétés ont été survalorisées, et maintenant, à force de pomper de l'argent, tous les seaux, imaginez un petit peu que vous mettez des grandes bassines dans votre jardin, et il pleut sans arrêt, ok? Toutes vos bassines sont pleines d'eau,
vos seaux, vos vases et autres sont pleins d'eau, débordent, et puis après, quand l'eau déborde, ben, il coule dehors, et puis à la fin, votre jardin, c'est un espèce de marécage, et alors, pour assécher tout ça, et pour que votre terrain redevienne dur, etc., ça prend beaucoup de temps. Il faut assécher, il faut qu'il ne pleut plus, etc., etc. Il faut des conditions. Même chose avec la finance. Trop d'argent à couler, ruisseler partout. D'ailleurs, j'ai mentionné aujourd'hui que, très étrangement, en fait, l'envolée du Bitcoin entre 2014 et 2017 coïncide avec une stagnation de l'or, du prix de l'or. Et depuis que le Bitcoin s'est affaissé, on voit l'or qui est reparti vers des plus hauts. Donc en fait, très clairement, selon moi, hein, on a amené cette histoire de Bitcoin dans les médias. On a fait mousser l'affaire avec des chaînes YouTube, des influenceurs, des pubs, des blogs et tout simplement pour détourner l'argent qui allait se diriger vers l'or, vers le Bitcoin, en disant, machin, il y a un personnage énigmatique qui a inventé ça, on ne sait pas qui c'est, il y aura seulement une vingtaine de millions de jetons, enfin tous des trucs absurdes, invérifiables. Et puis voilà, les gens ils ont suivi parce que voilà, les gens une fois que ça monte, ah ben tu vois, et voilà, c'est ce qu'on appelle l'espèce de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire si une personne se trompe, on rigole, mais si 10 000 se trompent, ben ça crée un mouvement et ainsi de suite. Et donc maintenant on est dans une période en fait d'assèchement, on veut assécher. Et donc quand on veut assécher, ben il y a des gens qui vont crever de soif. Il y aura des sacrifiés. Parce que cette fameuse eau qui a coulé de partout, elle va pas s'assécher de manière uniforme. Il y a des endroits qui vont rester mouillés, d'autres qui vont s'assécher, d'autres qui vont carrément être en sécheresse. Et donc, selon moi, quand je dis nous sommes tous en danger, c'est que je pense vraiment que on se dirige vers un monde où finalement, les puissants, les riches, les dominants, on va les appeler comme ça, ils fantasment. J'ai pas dit qu'ils vont y arriver. Ils fantasment sur un monde dans lequel ils seraient là, tout puissants, avec leur villa à Saint-Barth, leur golf, leur jet privé et compagnie, entourés en fait d'intelligence artificielle et de robots qui s'occuperaient de toute l'intendance. Des tondeuses intelligentes, des robots aspirateurs qui nettoient la maison, des vigiles, des robots vigiles qui gardent la maison, etc., etc. Des taxis autonomes, des livraisons dans des minibus électriques qui se conduisent tout seuls. Et dans ce monde-là, finalement, ben, le jardinier, le gardien, la boniche, la nounou sont de moins en moins indispensables. Et donc, la question, si moi j'étais à leur place, et je suis autour d'une table et je mange avec d'autres riches comme moi, tout puissants, je me dis, bon, je vois vers où on va faire quoi des gens? Qu'est-ce qu'on va faire des gens? Parce que ces gens, ils font des enfants, ils doivent manger, ils doivent payer des études, ils doivent se soigner, qu'est-ce qu'on fait? Et j'arriverai à la conclusion, très cynique, de dire, ben, il faut qu'ils s'entretuent, il faut qu'ils fassent plus d'enfants, et il faut que, au besoin, on les criminalise, et qu'on les enferme, on les tue. Ça me paraît logique, en fait, parce que si tu es un riche comme ça, t'as pas envie d'être entouré de miséreux, de gens qui t'envient, de gens qui veulent attaquer ta maison la nuit. Bon, c'est quand même un peu oppressant. Tu préfères avoir tout ton service d'aide électronique et robotique et avoir le minimum de gens comme ça, agressifs autour de toi. Pour comprendre ça, il suffit de voir en fait comment vivent les riches en Afrique du Sud, au Brésil, dans d'autres pays d'Amérique latine, enfin dans ce genre de pays-là. Ben c'est ça, comme ça qu'ils vivent. Ils ont des grandes villas, mansion, on dit en espagnol, des mansions, je sais pas comment on traduit. Et ils ont des personnels de garde qui ont des escopetas, c'est des fusils canon court là, genre de riot gun.
qui vigilent de jour une équipe, de nuit une autre. Ils ont des jardiniers, des cuisinières, des bonnes, des machins. Et tout autour d'eux, donc il y a des grands murs avec des barbelés, etc., avec des chiens de garde et compagnie. Et tout autour d'eux, en fait, il y a des pauvres. Il y a des pauvres qui nettoient les vitres au feu rouge, qui vendent des Kleenex, je sais pas, qui envoient leurs enfants en Espagne pour se prostituer, envoyer des euros, enfin tout, voilà. Et ils vivent comme ça, avec leur pick-up Toyota et leur flingue à la ceinture. Et c'est ça l'ambiance, en fait. Et c'est des gens respectés, dont les gens ont peur, dont les gens dépendent pour avoir un peu de boulot, parce qu'ils ont tous des entreprises de carrelage ou de béton, ou des choses comme ça, où ils emploient des gens. Mais à partir du moment où ces gens ne sont plus nécessaires, et qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle et les robots, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est ça la question qui se pose maintenant. Et selon moi, ce n'est qu'une vue de l'esprit, bien sûr. Selon moi, en fait, on crée tous des foyers d'angoisse. Maladie, QR code, guerre, crise économique. On crée toute une ambiance, en fait, de tension, de peur, qui va résulter que les gens vont accepter d'aller mourir à la guerre, comme des milliers d'Ukrainiens, des milliers de Russes en ce moment. Les gens vont se faire injecter tout et n'importe quoi, parce qu'on l'a dit, si tu te fais pas injecter, on bloque ton compte en banque, tu n'as plus les allocations pour les enfants, Dieu sait quoi. Peur des maladies, peur de mourir, peur de tout en fait. Et la peur, ça amène à des comportements parfois criminels, parfois suicidaires, parfois ça fait tomber dans la drogue, parfois ça... avec l'aide justement de choses qu'on injecte dans les gens, des myocardies, des morts prématurées, etc. Donc il faut créer, si j'étais à leur place, de nouveau, moi je créerais un climat de désordre, un climat d'insurrection dans lequel les gens sont un peu les uns contre les autres, un climat dans lequel les gens ont peur, un climat dans lequel les gens s'injectent des choses qui sont pas bonnes pour eux, et un climat dans lequel les gens sont prêts à s'engager à la guerre parce que on leur a dit attention, tel ou tel va venir tuer ta famille. Et ce serait une bonne façon d'occuper les gens, de les tuer indirectement et d'empêcher en fait qu'ils t'encerclent, qu'ils te menacent, qu'ils t'empêchent de vivre ta vie de millionnaire, de milliardaire. Il y a une certaine logique derrière tout ça. Hein. Donc voilà pourquoi je vois ça comme ça. Je pense que ça va trop vite, c'est trop omnidirectionnel. C'est beaucoup. Chacun de ces dossiers-là est irrationnel. Le dossier Covid, le dossier Ukraine, le dossier crise économique. On voit que c'est irrationnel. J'ai déjà dit aussi, l'histoire de la voiture électrique, c'est irrationnel. C'est totalement irrationnel. Tout le monde investit des milliards là-dedans. On veut voter des lois d'interdiction de moteurs thermiques pour 2030-35. Et tout le monde voit en fait que c'est pas possible. La voiture électrique la moins chère, c'est 30-40 000 euros. Il n'y a pas des bornes, les bornes de rechargement sont très rares. Quand il y en a, il y a des files d'attente, plus le temps de chargement. Il n'y a pas assez de centrales nucléaires pour recharger, pour fournir l'électricité à tout ça. Enfin bref, on voit bien qu'il y a tout ceci, parce que je pense pas que c'est fait en vain. Je pense que tout ceci est pensé pour un monde où il y a moins de gens. Donc, il y a moins de bornes, il y a moins de demandes d'électricité, il y a moins de voitures. C'est pas possible dans un monde en expansion, où il y a 2-3 voitures par foyer. Voilà, c'est pas possible. C'est pas... tout le monde le sait. Voilà, regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Allez sur les aires d'autoroute, vous avez des 3-4 bornes, 5 bornes, 6 bornes. En général, des voitures chargent, elles restent là 30-40 minutes. Donc c'est sans compter qu'une voiture électrique, quand vous roulez sur autoroute, vous dépassez pas les 200-300 km. Donc vous devez vous arrêter toutes les 2 heures de route. C'est pas possible. Donc il y a clairement, en fait, quand j'essaye de voir une logique derrière tout ça, il y a clairement, en fait, le désir d'installer une société numérique, électrifiée, avec des QR codes, des monnaies digitales, etc., mais adressée à moins de monde,
moins de monde parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Il n'y a pas les infrastructures pour que tout le monde ait une voiture électrique et pour qu'ils puissent la recharger. On voit bien, il y a plein de projets embryonnaires aux États-Unis, tous près de la faillite. Tous près de la faillite, pas de liquidité. Et maintenant, avec les taux qui montent, ils auront encore moins accès. Les taux ça change tout, hein, vous savez, si vous devez emprunter à du 4, 5, 6% ou à du 0,1, ça change beaucoup sur des millions, des milliards d'empruntés. Donc, quand je mets tout ça ensemble, tout le puzzle, je me dis, en fait, ils préparent une société, mais avec moins de monde. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, est-ce que c'est des grandes guerres, est-ce que c'est des virus, je sais pas, mais en tout cas, ça me semble tout à fait logique que l'objectif, c'est qu'il y ait moins de monde. Et une des premières motivations à ça, c'est qu'on a moins besoin de main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, humaine, elle est encore centralisée dans des pays très pauvres, Bangladesh, Birmanie, Laos, Vietnam, Indonésie, Éthiopie, des choses comme ça. Et on importe de là-bas. Et puis maintenant, avec la productivité que va amener l'intelligence artificielle et la robotique, ça va être encore moins nécessaire. Et je pense que ces gens, ils ont des projets à 30-40 ans. Ils naviguent pas à vue comme nous. Nous, on navigue à vue. Ah, la guerre, ah, le virus, ah, ceci, ah, la crise, ah, le bitcoin. Bon, on n'arrête pas d'être pris au dépourvu. Je rappelle, hein, parce que c'est important de comprendre ça. En 2014-2015, le bitcoin était à $500. Personne n'en parlait. 2 ans après, c'est quand même très rapide, hein. 2 ans après, 2017, $20,000 le bitcoin, tout le monde en parle. Donc c'est des mouvements très brutaux, organisés, voulus, médiatisés, qui sont mis en place avec des objectifs. Et nous, ce qui est frappant, même de la part de gens intelligents, on croit que les choses sont comme ça, le fruit du hasard. Tiens, Poutine était en Ukraine, il était en Crimée avec la guerre là-bas depuis 2014. Pourquoi c'est en 2023 qu'on s'agite ? Pourquoi c'est en 2022 qu'on parle de guerre, de Poutine qui a envahi un pays ? C'est pas nouveau, il était rentré en Crimée il y a 10 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, les virus, il y a plein de maladies qui tournent. Rougeole, varicelle, machin, oreillon, grippe, rhume, malaria en Afrique. Pourquoi tout d'un coup on s'agite ? Oulala, qu'est-ce qui se passe en fait ? Branle-bas de combat. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital pour un rendez-vous. En ce moment, vous n'avez pas vos masques ? Ah non, il faut vos masques. J'ai dit, ah bon, encore ? Ah j'ai dit, donnez-les-nous. Là. Bon. On nous a regardé de travers, quoi. Bon. Donc, imaginez-vous, alors que la crise est complètement passée, il n'y a plus personne qui est malade. On n'en parle plus, hein, je ne sais pas si vous remarquez. Plus un seul article, plus un seul débat sur le Covid. Terminé, ça n'existe plus. C'était le grand sujet les 2 dernières années, le grand défi, la grande tragédie. Maintenant, on ne parle que des effets secondaires, certaines personnes qui meurent prématurément, qui ont leurs règles déréglées, qui ont des cancers. Voilà, on en parle un peu de là. Et puis tout le monde dit, ouais, mais c'est peut-être autre chose, chut, bon. Maintenant, c'est Ukraine, réfugiés, argent, armes, tanks, tac. Donc, on nous amène, comme je l'ai souvent dit, on nous amène comme des moutons qu'on amène d'un endroit à l'autre. Mange l'herbe ici, arrête, viens, va dormir à l'étable. On est là-dedans. Donc, il faut essayer de comprendre, en fait. Qu'est-ce que c'est le but, en fait ? C'est quoi tout ce truc qu'on fait là ? C'est très étrange. Mais je répète, pour ça que je dis que vous devez, dans une logique de survie, comprenez que la plupart d'entre nous, sauf exception, on est des éléments qui ne sont plus indispensables. On est des fardeaux. Les milliers de gens qui partent en pension, je vous rappelle qu'entre maintenant et 2035, des millions et des millions d'Européens partent à la retraite. Tous les gens de la génération baby boom, donc qui sont nés entre 45 et 65. Donc c'est des gens, il faut payer les soins de santé, ils travaillent plus, ils demandent des pensions, énorme fardeau.
Donc à mon avis, c'est les premières cibles, c'est eux, ça c'est sûr. Ensuite, comment dirais-je, tous les jeunes qui ne sont pas programmeurs, spécialistes en algorithmes, en robotique, en nanotechnologie, en biotechnologie, en trucs moléculaires, je sais pas quoi, ouais, on les met à la caisse des magasins, on les met d'un magasinier, vigile. Et bientôt, tout ça, c'est obsolète, hein, je veux dire. Et les robots seront vigiles, beaucoup plus rapides, précis. Et c'est comme ça pour tout le reste. Enfin, je veux dire, l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a déjà tout le monde, des gens bien informés qui ont déjà dit, il y a plein de métiers en danger, parce que ça va travailler mieux, plus vite et moins cher. Donc c'est inévitable. Celui qui ne le fera pas, il tombe en faillite. D'ailleurs, notre cher ami, le docteur Alexandre, prépare déjà un livre, ça s'appelle ChatGPT, je sais pas quoi, il présente ça dans sa page Twitter. Il a compris. Bah oui, parce que voilà, eux ils s'en délectent. Parce que en fait, ils veulent pas de tous ces gens, ça les dérange en fait. Hein. C'est comme que je vous répète l'exemple, si vous êtes un peu friqué, vous n'aimez pas au feu rouge voir des Roumains avec des gosses dans les bras, argent, argent, j'ai faim. L'autre qui vous nettoie votre vitre, non, non, arrête, nettoie pas, tu vas tout salir, je veux pas. Des gens qui regardent vous de travers, des dealers en bas de chez eux, qui veut tout ça? Personne. Et donc, voilà, si tu te mets à leur place, tu comprends que pour eux, nous représentons une espèce de menace en devenir. Parce que nous sommes obsolètes. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut comprendre tout le reste. C'est logique. Il suffit de se projeter et de se dire à leur place, je fais quoi? Surtout que c'est pas des bienfaiteurs, c'est pas des gens avec des principes religieux ou je ne sais quoi. C'est des gens, voilà, pragmatiques, qui veulent un monde dans lequel ils sont tout puissants et où ils sont entourés d'intelligence artificielle et de robots et de biotechnologie et de clonage de foie, de reins, de poumons, et ils vont vivre 150 ans. C'est ça l'objectif, hein, finalement. Ils veulent vivre le plus longtemps possible, entourés du moins de dangers possible, avec le plus de services et de robots esclaves possible. Ça, c'est leur projet. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? Vous savez bien que je suis un adepte de la théorie du signe noir, des événements inattendus qui bouleversent tous leurs plans. Mais en tout cas, le théâtre, la pièce de théâtre dans laquelle on est, c'est ça. C'est ça, clairement, la situation. Le but, c'est pas de faire du alarmisme, complotisme. Non, c'est de la logique. C'est de la logique. Nous ne sommes plus nécessaires. Nous coûtons très cher. Et il va falloir trouver des solutions parce que ils veulent pas être entourés de gens, des gens dans des prisons, des gens dans des mouroirs, des gens dans des hôpitaux, des gens dans des logements sociaux. Ça coûte, c'est dangereux. Il faut écrémer tout ça, c'est logique. Et en fonction de ça, il faut un petit peu réfléchir, chacun dans votre situation, à finalement comment vous pouvez sauver votre peau. Parce que, on l'a vu avec l'histoire du Covid, on voit de quoi ils sont capables. Ils sont capables de dire, si t'as pas le QR code, tu rentres pas au travail, tu rentres pas dans la ville, tu peux pas passer les péages, on peut bloquer ton compte, plein de choses. Et t'auras juste rien à dire. Et quand t'as des enfants qui crèvent de faim, ta femme qui te gueule dessus et tout, tu vas baisser la tête, tu vas te faire vacciner, tu vas accepter. C'est logique aussi. Donc, faut pas se croire plus malin ou plus courageux que ne l'est votre nature biologique qui vous impose des choses. On doit dormir, on doit manger, vous connaissez la chanson. Voilà. Donc, c'est nos épreuves, hein, chaque génération a eu ses épreuves. Nous, on doit gérer ça au mieux. Pas tomber dans le piège de la dépression, de la violence et des réactions désordonnées, mais il faut avoir les idées claires et savoir quoi faire pour se protéger soi et les siens. À très bientôt.